Je passe la parole maintenant à Marc Abélès qui va nous expliquer les rapports, les rendez-vous manqués de Derrida avec les anthropologues. Merci beaucoup pour cette invitation. Je ne suis pas du tout un commentateur attitré de Derrida, mais il me semblait important que l'anthropologie rende hommage au rôle qui a été celui de Derrida et à la manière dont il a été lu ou pas lu d'ailleurs dans notre discipline. Il me semble qu'en fait, l'idée que j'avais, c'était de mettre un point d'interrogation à un rendez-vous manqué. C'est-à-dire s'interroger s'il y avait eu ou non un rendez-vous manqué, ou pas de rendez-vous du tout, peut-être. Le fait est que c'est sûr qu'on a cohabité à l'école des hautes études. Et ce qui est frappant, c'est que il ne s'est pas passé grand-chose entre les anthropologues et Derrida. C'est vraiment une question. Je parle au niveau français et en particulier à l'école des hautes études. En même temps, si je prends le cas de ma génération, moi je me souviens d'avoir découvert en 1967, avec une sorte d'éblouissement, les deux livres, L'écriture et la différence et de la grammatologie. Et je pense que je n'étais pas le seul dans ce cas, puisque beaucoup de gens qui sont devenus anthropologues, comme c'est mon cas, avaient une formation philosophique et avaient, dès les années... moi je me souviens en 65-66, quand j'étais en classe de terminale, j'avais un professeur qui nous avait enseigné un certain nombre de textes qui étaient de Lévi-Strauss, de Deleuze, de Foucault. Enfin bref, c'est des choses qui commençaient à circuler. Je ne me souviens pas d'avoir entendu parler à ce moment-là vraiment de Derrida, mais c'est l'année suivante, quand il a été vraiment question de cette parution, je crois qu'il y avait aussi La Voix et le phénomène, enfin, il y avait ces trois livres qui ont attiré l'attention. Et je me souviens d'être parti en vacances avec ces livres et d'avoir été complètement fasciné donc, par cette lecture qui m'a marqué, je pense, à jamais. Et bizarrement, quand je me suis engagé dans la voie de l'anthropologie, à l'école des hautes études, en suivant des enseignements d'anthropologie, tout ça a brusquement totalement disparu. C'est-à-dire que l'assesse qu'on nous demandait, à nous qui étions souvent d'anciens philosophes de formation, si on peut dire, c'était d'abandonner la philosophie et de ne plus jamais référer finalement à quelque chose qui n'était pas considéré comme faisant partie d'un cursus pour étudiants d'anthropologie. Donc c'était un peu la situation. Et à ce point que, faisant ma thèse sous la direction de Claude Lévi-Strauss, je me souviens qu'un beau jour, j'avais relu, parce que parallèlement je donnais des cours de philosophie, j'avais relu pour des élèves ce texte de la grammatologie sur, justement, que Sabina vient de citer, sur la violence de la lettre et donc le commentaire de la leçon d'écriture. Et spontanément, je ne sais pas quoi, dans la conversation, je lui ai dit, vraiment, c'est un très beau texte. Je viens de relire le texte de Derrida, c'est vraiment un texte magnifique. Et là, il m'a regardé d'un air étrange. Et ne sachant trop quoi dire, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais il me semble que vous n'avez jamais répondu. En fait, vous n'avez jamais écrit à ce sujet ou commenté. Et là, il a vraiment sursauté. Et je l'ai vu comme je ne l'avais jamais vu, c'est-à-dire d'une très grande violence physiquement, me dire, Abélès, vous savez bien que ce sont des livres de philosophie. Vous n'êtes pas là pour lire des livres de philosophie. Et c'était tellement... C'est surtout je me souviens de la gestuelle qui était tellement forte qu'à partir de là, j'ai battu en retraite et je n'ai jamais reposé de questions, mais j'ai senti que là, on atteignait le summum de l'agacement. Or, je savais que parallèlement, il lui était arrivé de parler de Foucault, par exemple, et c'était pas du tout sur. Ce qui l'agaçait, c'était qu'on les confonde dans une espèce de communauté structuraliste. Ça l'agaçait prodigieusement, il le disait. Mais pour Foucault, il n'y avait pas ce rapport violent et quelque chose qui visiblement lui était insupportable. Et depuis, j'avoue que je me suis toujours posé la question. Et c'est pour ça, en y repensant justement par rapport à cette séance, pour moi c'est très important parce que je pense qu'ensuite, la plupart des anthropologues français, je me trompe, mais j'ai l'impression, ont adopté une attitude par rapport à Derrida qui était une sorte d'attitude de totale indifférence. Et j'ai retrouvé Derrida
paradoxalement aux États-Unis. Et je me souviens très bien, j'y allais souvent pendant toute une période des années 90, par exemple, et dans les cours, les prescriptions de livres dans les universités américaines, effectivement, Derrida figurait. Au même titre d'ailleurs que Foucault, alors que Lévi-Strauss avait complètement disparu. J'ai retrouvé un volume de Lévi-Strauss par hasard dans Barnes & Noble, dans un rayon d'occasion. Enfin, c'était assez triste, quoi. Mais alors que les autres trônaient dans la rubrique post-structuralisme. Bon. Donc c'est ce décalage qui a déjà été souligné est important. Et je remarque qu'en fait, sur Derrida, je n'ai pas trouvé beaucoup de commentaires. J'ai trouvé un commentaire, justement, d'un anthropologue français, Maurice Godelier, dans L'énigme du don. À la fin de L'énigme du don, on parlait des notes. Alors, il y a une note, effectivement, page 294, à propos de l'ouvrage de Derrida, « Donner le temps ». Et il cite, c'est peut-être ce désir sublime qui a poussé Jacques Derrida, dans son ouvrage « Donner le temps », à décréter, à la limite, le don comme don ne devrait pas apparaître comme don ni au donateur ni au donateur. Puis il dit plus loin, on comprend que Jacques Derrida, ayant analysé le don sous cet angle, pense que son approche est totalement départie de la tradition et d'abord de Mauss, dont il écrit « On pourrait aller jusqu'à dire qu'un livre aussi monumental que l'Essai sur le don de Marcel Mauss parle de tout sauf du don. Il traite de l'économie, de l'échange, du contrat, de la surenchère, du sacrifice, du don et du contre-don, bref, de tout ce qui, dans la chose même, pousse son don et à annuler le don. » Et puis, Godelier, après cette citation, termine la tâche de déconstruire un objet pour le rendre plus intelligible avant de le reconstruire sur la base de nouvelles hypothèses est ici poussée à l'absurde, puisqu'au terme de l'entreprise de Derrida, l'objet déconstruit est entièrement dissous. Bref, c'est un peu une fin de non-recevoir. Et là encore, on mesure justement le décalage qui peut exister entre l'anthropologie française et Derrida. En ce qui concerne les rapports avec Lévi-Strauss, il existe aussi un texte extrêmement violent qui est un texte de Foucault, qui est un texte en fait, qu'on trouve dans Dit et écrit, qui est une conférence qui avait été faite à Bahia. Et dans cette conférence, en fait, il y va pas, il va pas avec le dos de la cuillère, c'est-à-dire qu'il critique le juridisme de Lévi-Strauss. Il dit qu'au fond, contrairement à ce qu'on croit, Lévi-Strauss n'a cessé de faire une anthropologie politique, dit-il, une anthropologie politique basée sur la notion de loi et d'interdit, et qu'il n'a jamais réfléchi. En fait, il a toujours évacué finalement la question du pouvoir. Et il oppose, en fait, d'ailleurs, il dit le seul anthropologue intéressant aujourd'hui sur ce plan, c'est Pierre Classe. Donc c'est dire que... mais il est intéressant de voir que le texte de Foucault n'a jamais été traduit en français à l'époque et qu'il est revenu, en fait, je dirais post-mortem, dans les dits écrits. Je ne pense pas du tout que c'était l'effet du hasard. Par contre, dans le cas de Derrida, c'est effectivement une attaque extrêmement frontale, à mon avis. Et je comprends mieux, j'ai relu justement pour cette séance, j'ai relu ce texte, donc la violence de la lettre, et il m'a semblé que ça va même beaucoup plus loin qu'une simple critique de Lévi-Strauss. Et d'ailleurs, ça permettrait de comprendre, mais je vais juste faire encore une insertion, ça permettrait de comprendre aussi pourquoi même l'anthropologie américaine est assez mal à l'aise avec Derrida. Non pas qu'il ne soit pas cité, mais en réalité, quand vous voyez ce qui est dit à propos de Derrida et ce qui est dit à propos de Foucault par les anthropologues américains se réapproprient massivement le concept de biopolitique chez Foucault, dans une version quand même assez appauvrie et matinée un peu d'Agamben. Enfin, c'est un peu un jeu permanent entre Foucault et Agamben, qui me paraît, enfin, j'ai écrit sur ce sujet et je pense qu'il y a beaucoup à dire à ce propos, qui a permis effectivement de penser, disons, la marginalité et de repenser en fait une espèce de nouveau clivage qui n'est pas entre les civilisés et les primitifs, mais entre les marginaux, le bon objet, disons, pour l'anthropologue, et puis ceux qui détiennent le pouvoir. Donc l'anthropologie serait justement du côté de ces gens qui sont évacués par le biopolitique. Bref, ça permet à l'anthropologie américaine, à une partie de l'anthropologie américaine, de s'auto-légitimer sur la base de cette référence philosophique à Foucault. Mais je ne vais pas insister là-dessus. En ce qui concerne Derrida, on le retrouve quand il est question du postmodernisme, pendant la période
postmodernisme, post-structuralisme dans les textes sur l'écriture, encore que, là encore, je ferai une nuance, puisque c'est surtout Geertz qui est influent là-dedans, et que Geertz se réfère à Ricoeur et au courant interprétatif. Donc c'est pas du tout la même chose. À mon avis, là, il y a quelque chose d'assez différent et on se réfère aussi à Bakhtin, par exemple. Il y a un ouvrage plus récent de George Marcus, qui est un des tenants justement du postmodernisme en anthropologie, qui, lui, à propos de Derrida, se réfère à l'expression, pour penser la globalisation, se réfère à l'expression de dissémination. Mais ça reste assez vague. Il dit rhizome, dissémination, enfin, en mettant chaque fois un nom. Mais là encore, on aimerait en savoir plus, et ça s'arrête un peu. C'est un peu comme toujours dans ces textes, disons, il y a la parenthèse, la référence, et puis après, il n'y a pas le développement. Et c'est un des problèmes de l'anthropologie qu'on éprouve aujourd'hui dans l'anthropologie contemporaine, c'est cette espèce justement de côté un peu schizophrénique, c'est-à-dire que d'une part, on fait appel quand même à des légitimations philosophiques ou à des points de départ philosophiques, et puis aussitôt on les abandonne et on rentre dans l'empirique et on se retire en fait complètement de la philosophie. Sans imaginer que néanmoins on a quand même une philosophie sous-jacente quand on fait tout ce travail. Bref, ça pose question. Et c'est justement en cela que je trouve le texte de Derrida, donc publié dans ce livre en 67, particulièrement intéressant et actuel, puisque il s'en prend assez fortement donc à Lévi-Strauss à propos d'un chapitre qui est ce chapitre la leçon d'écriture, qui est un morceau d'écriture. Alors c'est vrai qu'il y a un jeu aussi de Derrida, puisque le chapitre est extrêmement bien écrit, il est particulièrement étonnant sur le plan du narratif, du récit, mais d'un autre côté, ce qu'essaye de montrer Derrida, c'est d'une part justement le phonologisme et le primat du modèle phonologique, et là il se réfère à tout un pan de Lévi-Strauss qui s'appuie sur la référence à Saussure et à la linguistique saussurienne, ce qui était aussi déjà à l'époque, d'ailleurs je me souviens, tout un objet de débat par rapport à Saussure, Chomsky, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais donc il y a déjà cette idée qu'il y a une sous-estimation de l'importance de l'écriture, de l'universalité de l'écriture, et le fait que pour Lévi-Strauss, l'écriture devient simplement un instrument d'oppression politique. Mais parallèlement à ça, ce qu'il montre sans arrêt, c'est que dans sa propre description, disons, des sauvages, de ces Nambiquara, Lévi-Strauss est tenté par une espèce de nostalgie, hein, c'est ce qu'il dit sans cesse, l'idée qu'au fond la civilisation est une sorte de dégradation, et qu'il y a une fascination chez Lévi-Strauss pour un État qui précéderait cette dégradation, avec évidemment référence à Jean-Jacques Rousseau, hein, puisque dans le même chapitre, au fond, de Derrida, Rousseau et Lévi-Strauss jouent ensemble. Et il cite des expressions, enfin il y a toute une description par Lévi-Strauss de ces gens le soir accouplés dans une espèce de paradis extraordinaire, immense gentillesse, profonde insouciance, ce sont les termes de Lévi-Strauss, naïve et charmante satisfaction animale, quelque chose comme l'expression la plus émouvante et la plus véridique de la tendresse humaine. Tout ça, c'est du Lévi-Strauss. Évidemment, je pense que Lévi-Strauss, en lisant ça lui présenter un miroir assez spécial. Et l'écriture, ensuite, le terme à propos de l'écriture employée, souligné par Derrida, c'est le terme d'agression. L'écriture comme agression. Et donc, ce point de départ, d'une part, d'une vision de l'anthropologie comme justement une espèce de discours nostalgique sur les peuples sans écriture, pour Derrida, ça fait partie de toute cette métaphysique logocentrique, enfin toute cette idée que au fond, il y a, disons, un moment qui est le moment de la présence, hein, ce qu'il appelle une philosophie de la présence, et que les Nambiquara sont un peu l'incarnation de cette philosophie de la présence. Et alors arrive justement un extraordinaire incident, c'est le texte de Lévi-Strauss, toujours cité. Qu'est-ce que c'est l'extraordinaire incident? C'est qu'il a l'idée de distribuer à ses interlocuteurs Nambiquara des crayons et du papier. Et c'est là que va commencer cette fameuse leçon d'écriture. Leçon d'écriture, dit Derrida, au double sens du terme, c'est une leçon d'écriture qu'on leur donne, et puis ensuite la leçon de l'écriture
l'enseignement qu'en tire l'anthropologue. Donc, les Nambikwara commencent à faire des trucs avec leurs crayons et leurs papiers. Ils font des raies, comme il dit, des lignes ondulées. On ne sait pas très bien, mais on peut les laisser des heures comme ça n'avance pas. Sauf que, et c'est ça l'extraordinaire incident, c'est que le chef, tout d'un coup, quand il parle avec l'anthropologue prend des notes, mais lui aussi prend des notes. Et ils se font face et chacun prend ses notes. Et ça, c'était une chose. Alors, Lévi-Strauss ne comprend pas encore très bien de ce qu'il s'agit. Et puis, il y a un moment où, un peu plus tard, le chef réunit les Nambikwara autour de lui et il interpelle l'anthropologue. Et il lui dit, voilà, j'ai écrit. Et alors, il lui montra des citations, des lignes tortillées qu'il fit semblant de lire, puisque évidemment, ça ne correspond strictement à rien. Et dans ces lignes tortillées, donc, il énonce, en lisant ces lignes, toute une liste de cadeaux que doit lui donner l'anthropologue. Et c'est donc la longue liste voilà. Et l'opération est double. C'est d'une part donc, de se mettre sur un plan de communication égalité et en termes de revendications aussi par rapport à l'anthropologue, mais aussi par rapport aux gens qui font partie de cette tribu, de leur montrer qu'il est quand même le chef. C'est-à-dire qu'il est capable, lui, il a su s'emparer de cet instrument exceptionnel. Alors, Lévi-Strauss raconte toujours, ça continue, il a une sorte d'insomnie, il est mal à l'aise le soir, il n'est pas content, et il réfléchit, et c'est là qu'il tire l'enseignement de ce qui s'est passé. Il sent qu'il a fait une grosse erreur, en fait, puisqu'il a introduit l'écriture. L'écriture n'existait pas avant, et maintenant, ils ont l'écriture. Et puisqu'ils ont l'écriture, c'est le pouvoir qui arrive, et c'est la fin, en fait, c'est la fin de l'innocence, quoi. Et c'est la fin de ce que Derrida appelle les communautés de la parole innocente et non oppressive. Et réfléchissant encore plus, Lévi-Strauss dit qu'au fond, l'écriture, c'est quelque chose qui n'est pas théorique, mais qui est simplement politique. Et il cite Lévi-Strauss, sociologique plutôt qu'intellectuel. Bref, l'écriture, au fond, sa seule fonction, c'est une fonction oppressive. Et ça va assez loin, puisque alors Derrida pousse un peu le bouchon en disant ouais, mais quand même, Lévi-Strauss se conduit... au fond, la pensée de Lévi-Strauss, c'est une pensée d'anarchiste, en fait. C'est une pensée d'anarchiste. Pourquoi ? Parce que... Mais non, mais ça pose la question, justement, qu'on soulevait du juridique, justement, du problème du juridique. Ce qui est insupportable à Derrida, et je le comprends, j'ai compris en vous écoutant, c'est que, justement, le moment de la loi et le moment du juridique, pour lui, est complètement évacué. Pour lui, il est absolument lié à l'écriture, que l'écriture est justement intrinsèque à ce moment-là. Or, ce que fait Lévi-Strauss, d'une manière scandaleuse selon Derrida, c'est qu'en fait, il confond ce moment de la loi et ce moment du juridique avec simplement une instance de pouvoir purement arbitraire. Et donc, c'est pour cela qu'il est dénoncé par Derrida comme étant, au fond, un anarchiste, et ayant une conception justement du politique comme... je cite Derrida, le pouvoir politique ne peut être que le détenteur d'une puissance injuste. Bref, cette idée, au fond, c'est d'une part que chez Lévi-Strauss, il y a une complète sous-estimation du rapport politique-juridique, d'autre part, une nostalgie qui n'a rien à voir avec les réalités, et ça, c'est ce côté ethnocentrique, au fond, qui critique chez Lévi-Strauss, et en fait, l'idée que derrière tout cela, et c'est là peut-être le point qui va toucher, me semble-t-il, le plus, enfin ça m'a frappé en relisant le texte, c'est qu'il y a chez Lévi-Strauss un éloge, ce que Derrida appelle un éloge de l'authenticité. Et effectivement, il y a quelque chose de très intelligent dans la critique de Derrida, je m'excuse pour le terme, mais enfin, c'est d'avoir mis en rapport ce texte et son analyse, qui pourrait simplement, encore une fois, être une critique un peu ironique de l'ethnocentrisme de l'ethnologue, avec un texte de l'anthropologie structurale, un texte de 58, où Lévi-Strauss dit, au fond, il y a des niveaux d'authenticité. Et il y a des sociétés qui sont plus authentiques que l'autre. Et le rôle de l'anthropologie, c'est de travailler sur les sociétés les plus authentiques.
Et il cite encore une phrase de Lévi-Strauss que je vais rapidement citer, qui est de dire l'avenir jugera sans doute que la plus importante contribution de l'anthropologie aux sciences sociales est d'avoir introduit, d'ailleurs inconsciemment, cette distinction capitale entre deux modalités d'existence sociale, un genre de vie perçu à l'origine comme traditionnel et archaïque, qui est avant tout celui des sociétés authentiques et des formes d'apparition toutes récentes, dont le premier type n'est certainement pas absent, mais où des groupes imparfaitement et incomplètement authentiques se trouvent organisés au sein d'un système plus vaste, lui-même frappé d'inauthenticité. Donc cette idée, au fond, qu'il y aurait donc ces petites communautés qui seraient ces communautés authentiques et puis qui répondraient aussi à une sorte de modèle rousseauiste de la communauté et qui seraient caractérisées par des relations de face à face, une transparence et évidemment l'idée, ce que Derrida appelle l'immédiate portée de voix. Donc au fond, une espèce de dérive du modèle anthropologique, du paradigme anthropologique, vers cet éloge de la transparence, vers cet éloge de l'authenticité, et évidemment vers ce qu'on peut appeler une métaphysique de la présence à soi. Et au fond, là, il y a un argument qui me paraît très intéressant parce que, au-delà de on peut effectivement revenir sur tous les dichotomies qu'a fait Lévi-Strauss, société chaude, société froide, authentique, pas authentique, etc. Ce qui est plus intéressant, me semble-t-il, c'est qu'en fait, dans cette idée de présence à soi, ce qui est mis en cause, c'est, je dirais plutôt la pratique de l'ethnographie elle-même. Puisqu'au fond, si vous suivez exactement le raisonnement de Derrida, c'est qu'en fait, en ethnographie, en gros, enfin, l'un des éléments discriminants de l'ethnographie par rapport à d'autres sciences sociales, c'est effectivement d'être dans ce rapport de face à face, d'être dans ce rapport justement d'échange de paroles. Et c'est pas tellement la question de l'écriture qui est mise ici en cause. Et c'est ça qui est drôle, c'est que quand on a, finalement, les Américains ont critiqué les conceptions, je dirais, traditionnelles de l'ethnographie en montrant qu'il y avait un auteur, que l'écriture de l'ethnographie, c'était quelque chose d'extrêmement important et qu'il fallait restituer justement toute cette problématique de l'écriture, ton acte. Mais là, je crois que si vous allez encore plus loin et si vous le suivez, c'est la pratique même du terrain, comme on dit, qui est complètement remise en cause, parce que dans cette radicalité, en fin de compte, et c'est pour ça que le modèle de l'authenticité lui devient insupportable. En fait, je crois que c'est la critique la plus radicale que j'ai jamais lue, au fond, de la pratique ethnographique. C'est-à-dire du soubassement, c'est pas seulement des théories de l'anthropologie, etc., mais c'est du soubassement de la discipline. Donc on peut comprendre, et j'en reviens au début, on peut comprendre à quel point ça pouvait agacer quelqu'un comme Lévi-Strauss, puisque tout ce à quoi lui-même pouvait être attaché, et ce à quoi... légitimement, on peut dire, les gens qui pratiquent l'ethnographie sont attachés, est complètement explosé, en fait, quand vous terminez ce texte. Puisqu'au fond, la portée de voix, la présence à soi, etc., tout ça, c'est quelque chose qui n'a quasiment aucun sens du point de vue de Derrida. Donc c'était cette dimension que je voulais... Et je pense qu'elle est au cœur, peut-être, de cette difficulté, en fait, à penser avec Derrida. C'est-à-dire que si on parle du spectre, le spectre nous travaille, mais on voit bien qu'il nous travaille de manière très, très, très violente, en fait, très violente, puisque si on va jusqu'au bout de cette pensée, quid, en fait, de ce qui fonde, en fait, ce type de pratique donc en sciences sociales. C'est une question, je pense, qu'il faut que Derrida nous pose de manière tout à fait intéressante. Et je crois que rien que pour cela, et ça, vous ne l'avez pas. Si vous lisez, par exemple, les discussions de Deleuze et Guattari à la même époque avec Clastres et tout, vous n'avez pas cette chose-là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très profond. Je ne sais pas, mais ça, vous le savez sans doute beaucoup mieux que moi, mais je ne sais pas si par la suite, ça a été repris ou retravaillé par rapport justement à la question de l'ethnographie ou par rapport à, disons, une chose qui m'a toujours aussi, mais je vais m'arrêter, mais juste une chose qui m'a toujours posé problème, c'est effectivement quand vous dites école des hautes études en sciences sociales,
qu'est-ce que pouvaient être des sciences sociales pour Derrida? Enfin, qu'est-ce que la catégorie, justement, sciences sociales, là, on voit qu'elle ne fait pratiquement plus sens dans ce cas précis. Enfin, si vous voulez. Bon, enfin, merci.